Il y a des semaines que je n'avais pas vu ma famille réunie. Mon frère, Julien, nous avait invités à dîner dans son nouvel appartement à Bordeaux, un très bel endroit avec vue sur la Garonne, qu'il avait acheté après sa promotion. J'avais longuement hésité avant d'accepter l'invitation, me demandant si j'avais encore ma place dans ces réunions, si ma présence avait encore un sens dans ce cercle qui me semblait de plus en plus étranger. Mais je m'étais convaincue que ce ne serait qu'une soirée. J'ai enfilé ma robe bleu ciel, celle que maman m'a offerte pour mon dernier anniversaire. J'ai acheté une bouteille de Saint-Émilion et je me suis promis de rester discrète. Le taxi m'a déposée devant un immeuble à la façade haussmannienne rénovée. J'ai respiré profondément avant de sonner. Ma mère, Catherine, m'a ouvert la porte avec ce sourire chaleureux qui m'a toujours rassurée. « Anna, enfin te voilà. Tout le monde est déjà sur la terrasse. » J'ai suivi ma mère à travers le couloir décoré de photos de famille. J'ai remarqué qu'il y en avait très peu où j'apparaissais. Sur la terrasse, la table était dressée avec soin, scintillante sous les lumières des guirlandes que Julien avait accrochées. Mon père discutait gaiement avec mon oncle Marc de rugby, tandis que ma cousine Léa jouait avec son portable dans un coin. Et elle était là. Valentine, la femme de mon frère, vêtue d'une robe de créateur blanche qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Ses cheveux noirs tombaient en vagues sur ses épaules. Elle semblait flotter sur la terrasse, comme si elle était la maîtresse du monde, distribuant des sourires calculés et trinquant avec tout le monde sauf moi. « Regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence », dit Valentine en me voyant, avec ce ton que moi seule semblais détecter comme venimeux. « Quelle délicate attention d'être venue, Anna. Nous pensions que tu serais trop occupée. Comme toujours. Je lui ai offert la bouteille de vin, et j'ai murmuré quelque chose à propos des embouteillages. Julien s'est approché et m'a donné une accolade rapide, presque mécanique, avant de retourner auprès de Valentine. Je me suis assise à la seule place libre, juste en face d'elle, essayant d'ignorer les regards de pitié que me lançait ma tante Martine. Au début, tout semblait bien aller. Les rires résonnaient sur la terrasse, tandis que nous partagions des histoires et des souvenirs. La blanquette de veau que mon père avait préparée était délicieuse. Et pendant un instant, je me suis permis de me détendre. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que les choses entre Valentine et moi pouvaient s'améliorer. « Et tu es toujours dans cette maison d'édition, Anna ?» demanda mon oncle entre deux bouchées. « Oui, maintenant je coordonne les nouvelles publications de littérature francophone, » répondis-je, ressentant une petite fierté. « C'est intéressant, » interrompit Valentine, marquant une pause dramatique. « Bien qu'ils doivent être difficiles de travailler avec des livres quand personne ne lit plus. C'est un secteur en voie d'extinction, non ? » J'ai senti mes joues rougir, mais je me suis contentée de sourire et de prendre une gorgée de mon verre. J'étais habituée à ces commentaires passifs-agressifs. Depuis que Julien l'avait rencontrée à cette soirée à Paris, elle n'avait jamais fait le moindre effort pour m'accepter. J'étais la sœur gênante, celle qui ne rentrait pas dans sa vision parfaite de la belle famille. Le dîner a continué avec Valentine accaparant toutes les conversations, m'interrompant chaque fois que j'essayais de parler, montrant des photos de ses vacances à Bali et se vantant du nouveau projet de Julien. Mon frère la regardait avec admiration, comme si chaque mot qui sortait de ses lèvres était de l'or pur. J'ai décidé de rester silencieuse, souriant quand c'était nécessaire et me concentrant sur la nourriture. Je me suis levée pour aider à débarrasser les assiettes. J'avais besoin de souffler de tant de prétention que tout allait bien. Dans la cuisine, ma mère m'a doucement serré l'épaule. « Tu vas bien, ma chérie ?» murmura-t-elle. « Oui, maman. »« Juste fatiguée, » mentis-je, sachant qu'elle aussi préférait éviter tout conflit. Après le dessert, une tarte tatin que ma tante avait apportée, nous sommes tous passés au salon pour prendre le café. L'ambiance était devenue plus chaleureuse grâce au vin, et pendant un instant, j'ai senti que je faisais partie de quelque chose, que j'appartenais à ce cercle familial malgré Valentine. Je me suis proposée pour servir plus de vin. Je me suis dirigée vers la cuisine, esquivant ma petite cousine qui courait après le chat. En revenant au salon avec la bouteille à la main, Valentine était debout près de la fenêtre, montrant à tout le monde la robe qu'elle porterait au mariage de sa cousine. J'ai marché prudemment, mais je n'ai pas remarqué que le tapis de l'entrée avait un bord relevé. Mon pied s'est accroché au coin du tapis persan qui, selon Valentine, avait coûté une fortune lors de son voyage à Marrakech. J'ai trébuché, essayant de garder l'équilibre. Mon corps s'est incliné vers l'avant et, sans le vouloir, mon épaule a frôlé celle de Valentine juste au moment où je passais à côté d'elle. Le vin dans son verre a éclaboussé
dessinant une tache rouge qui s'est étendue comme une fleur sanglante sur le tissu blanc et immaculé de sa robe. Le temps a semblé s'arrêter. J'ai laissé tomber la bouteille sur le tapis en regardant, horrifié, le liquide grenat gâcher le design exclusif. « Je suis tellement désolée !» m'exclamai-je, me retournant pour chercher des serviettes. C'était un accident. Je ne voulais pas. Mais avant que je puisse finir mon explication, avant même que je puisse atteindre les serviettes, j'ai senti le coup. La main de Valentine a volé dans l'air et a atterri avec force sur ma joue gauche. La pièce est devenue un silence absolu. La gifle avait résonné comme un coup de feu en pleine nuit. Je pouvais sentir la brûlure sur ma joue, mais ce n'était rien comparé à la honte qui se répandait dans ma poitrine comme un incendie incontrôlable. Les yeux de Valentine étaient exorbités de fureur. Sa respiration haletante faisait monter et descendre sa poitrine tandis qu'elle serrait les dents. « Comment oses-tu me toucher, stupide ?» cria-t-elle, s'accrochant à sa robe maintenant tachée. Les doigts de sa main droite tremblaient, probablement douloureux du choc contre mon visage. « Nettoie ça tout de suite et va-t'en de ma maison. » J'ai regardé autour de moi, espérant que quelqu'un interviendrait. C'était clairement un accident. N'importe qui pouvait le voir. Mes mains tremblaient, tandis que je tenais les serviettes, figée par l'incrédulité. Mon père a baissé les yeux, soudain fasciné par le contenu de son verre. Ma mère a serré les lèvres, son visage un masque impénétrable. Mes oncles et cousins semblaient des statues, incapables de bouger ou de parler. Et puis Julien, mon propre frère, l'enfant avec qui j'avais partagé des secrets et des aventures, l'adolescent que j'avais tant de fois couvert devant nos parents, a fait un pas en avant. J'ai espéré qu'il me défendrait, qu'il remettrait Valentine à sa place, qu'il se souviendrait de qui j'étais dans sa vie. « Excuse-toi et pars », dit-il froidement, sans même me regarder dans les yeux. Sa voix était un couteau dans mes entrailles. Je le regardais fixement, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Était-ce vraiment la personne qui m'avait promis, quand nous étions petits, que nous serions toujours ensemble contre le monde ? « Quoi ?» murmurai-je, ma voix à peine audible. « Tu m'as bien entendu !» répéta-t-il, cette fois plus fort, plus ferme. « Excuse-toi auprès de ma femme et va-t'en de notre maison. » Le nôtre tomba comme une dalle sur mes épaules. Ce n'était plus la maison de mon frère. C'était leur maison partagée avec cette femme qui me haïssait sans raison. L'endroit où je n'avais plus ma place. Tous m'observaient, attendant. La tension était palpable. J'ai senti les larmes commencer à s'accumuler dans mes yeux, mais j'ai refusé de leur donner la satisfaction de me voir pleurer. Le cœur battant dans mes oreilles comme un tambour tribal, j'ai laissé tomber les serviettes par terre. Sans dire un mot de plus, j'ai fait demi-tour et j'ai marché vers la porte. « Anna, s'il te plaît. » J'ai entendu la voix faible de ma mère quand je suis passée à côté d'elle. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai ramassé mon sac sur le porte-manteau d'un mouvement fluide et je suis sortie de l'appartement. Ce n'est que lorsque la porte s'est refermée derrière moi que j'ai laissé échapper l'air que je ne savais pas que je retenais. Dans l'ascenseur, mon reflet dans le miroir m'a renvoyé l'image d'une étrangère, une femme à la joue rougie, le mascara légèrement coulé et les yeux brillants de larmes retenues. Je me suis demandé si Julien verrait un jour le mal qu'il m'avait fait cette nuit. J'ai descendu les 17 étages, sentant que chaque mètre m'éloignait davantage de la famille que je croyais avoir. En sortant dans le hall, le concierge m'a regardée avec curiosité. « Vous allez bien, mademoiselle ?»« Parfaitement », répondis-je avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. « J'ai juste besoin d'un peu d'air frais. » Les rues de Bordeaux étaient pleines de gens profitant de la soirée printanière. Des couples main dans la main, des groupes d'amis riant aux éclats, des familles avec des enfants qui ne voulaient pas encore aller dormir. Tous semblaient avoir leur place dans le monde, tandis que je marchais sans but, me sentant invisible. Je suis passée devant une terrasse où un groupe fêtait un anniversaire. Leurs rires me parurent douloureux. J'ai tourné au coin suivant pour m'éloigner du bruit et je me suis retrouvée dans une rue plus tranquille, bordée d'orangers qui parfumaient l'air nocturne. Un couple de personnes âgées est passé à côté de moi, marchant lentement mais ensemble, leurs mains entrelacées après ce que j'imaginais être des décennies de compagnie. Je me suis demandé si j'aurais un jour cela, si un jour quelqu'un me choisirait par-dessus tout et par-dessus tous. Le chemin vers mon appartement fut une nébuleuse. Je me souviens à peine d'avoir traversé le pont, ni d'être passé devant la cathédrale illuminée. Les larmes brouillaient ma vision, tandis que mes pieds me ramenaient automatiquement chez moi. Mon appartement était dans un vieil immeuble du quartier des Chartrons.
En entrant, le silence m'a giflé plus fort que Valentine. J'ai allumé les lumières et je suis restée immobile au milieu du salon, ne sachant que faire de mon corps, de mes émotions, de la trahison que je venais de vivre. J'ai retiré mes chaussures et je me suis effondrée sur le canapé. Les larmes que j'avais retenues ont finalement trouvé leur chemin sur mes joues. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal, jusqu'à ce que mes yeux gonflent, jusqu'à ce que la robe bleu ciel soit tachée de mascara et de fond de teint. J'ai pleuré pour la petite fille que j'avais été, pour la relation avec mon frère que j'avais perdue, pour la famille qui semblait s'être désintégrée sous mes yeux. Et surtout, j'ai pleuré parce que j'avais été si naïve de croire que les choses pourraient être différentes cette fois-ci. Quand il ne me restait plus de larmes, je suis restée à regarder le plafond. L'horloge de la cuisine marquait 2 heures du matin. Mon esprit revoyait chaque instant du dîner, chaque mot, chaque regard, cherchant où j'avais échoué. Peut-être aurais-je dû être plus prudente. Peut-être n'aurais-je pas dû y aller. Peut-être. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti, espérant avec un filet d'espoir que ce serait Julien s'excusant. Mais c'était un message de ma mère. « Je suis tellement désolée, ma fille. On en parle demain. » C'était tout. Pas une défense, pas une promesse de parler à Julien, pas une reconnaissance de l'injustice. Juste des excuses vides et la promesse d'une conversation qui ne se produirait probablement jamais vraiment. J'ai éteint le téléphone. Je ne voulais plus de messages, ni de justifications, ni d'excuses. Cette nuit-là, je voulais être seule avec ma douleur, l'embrasser, la comprendre. Je me suis traînée jusqu'à la salle de bain et je me suis regardée dans le miroir. La marque de la main de Valentine était toujours visible sur ma joue, un rappel cramoisi de mon humiliation. Je me suis lavé le visage, effaçant les restes de maquillage, et j'ai enfilé mon pyjama. De retour dans le salon, mes yeux se sont posés sur l'étagère où je gardais les albums de photos de famille. Des photos de Julien et moi, petits, construisant des châteaux de sable sur la plage de la Côte d'Azur. Des photos de notre adolescence, lui avec sa guitare et moi avec mes livres. Des photos de nos diplômes universitaires, souriant fièrement devant l'appareil. Et puis, presque imperceptiblement, les photos ont changé. Valentine est apparue. Et moi, j'ai commencé à disparaître. D'abord, j'étais en marge, puis je n'étais plus là du tout. Comme si ma présence polluait en quelque sorte la perfection de leur relation. J'avais toujours eu l'impression d'être l'étrangère, celle qui ne s'adaptait pas, mais cette nuit l'avait confirmé. Je n'avais plus de famille, du moins pas une qui me défendrait, qui me protégerait, qui me choisirait. Je me suis servi un verre de vin, ironique après ce qui s'était passé, et je me suis assise devant l'ordinateur. Je ne pouvais pas dormir. Mon esprit était trop actif, trop blessé. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Les heures ont passé tandis que j'alternais entre la rage, la tristesse et un étrange engourdissement qui m'enveloppait comme une lourde couverture. Vers 5 heures du matin, alors que le ciel de Bordeaux commençait à s'éclaircir, j'ai pris une décision. J'avais gardé le silence pendant trop longtemps. Depuis que Julien avait rencontré Valentine, j'avais vu comment elle le manipulait, le contrôlait et l'isolait du reste d'entre nous. Je m'étais tue pour maintenir la paix familiale, mais il n'y avait plus de paix à maintenir. L'humiliation de cette nuit avait ouvert quelque chose en moi, un besoin de parler, d'agir. Je me suis levée du canapé où j'avais passé la nuit blanche et je suis allée directement dans ma chambre. Au fond de l'armoire, derrière les boîtes à chaussures et les pulls d'hiver, il y avait un classeur bleu. Je l'ai sorti avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet sacré, et je l'ai ouvert sur le lit. À l'intérieur, il y avait une collection d'emails imprimés, des captures d'écran de messages, des notes manuscrites et même quelques enregistrements vocaux que j'avais recueillis au cours des 2 dernières années. Des choses que Valentine n'avait jamais pensé que quelqu'un aurait remarquées ou conservées. Il y avait les messages qu'elle avait envoyés à ma mère annulant sa participation au dîner de Noël de l'année précédente, soi-disant parce que Julien était malade, alors qu'en réalité je les avais vus cette même nuit au restaurant Le Bistrot Parisien avec ses amis. J'avais des photos pour le prouver. Il y avait les captures d'écran de conversations dans lesquelles Valentine se moquait de mon père pour son accent du sud-ouest quand il parlait, disant que c'était trop provincial pour son cercle social à Paris. J'avais des enregistrements audio d'une fête où elle, croyant que j'étais déjà partie, racontait à ses amis comment elle avait convaincu Julien de retirer le soutien financier qu'il donnait à nos parents pour l'hypothèque, arguant qu'ils étaient
assez grand pour se débrouiller seul. Et puis il y avait les documents les plus douloureux, des emails entre elles et un certain Michel où ils flirtaient ouvertement, planifièrent des rencontres quand Julien voyageait pour le travail, et elle se plaignait de la simplicité et de la manipulabilité de mon frère. Mon intention n'était pas d'espionner ou de collecter ces informations. Cela s'était simplement produit. Un message vu par hasard lorsque je lui ai prêté mon téléphone pour passer un appel. Une conversation entendue involontairement depuis la pièce d'à côté. Un email ouvert par erreur sur l'ordinateur partagé lors d'une visite. De petites pièces que j'ai gardées comme quelqu'un qui recueille des preuves d'un crime que personne d'autre ne voit. Pendant des mois, j'ai hésité sur ce que je devais faire de ces informations. L'affronter? Elle nierait tout. En parler à Julien? Il ne me croirait probablement pas, et cela ne ferait que m'éloigner davantage de lui. Le partager avec mes parents? Cela ne ferait que leur causer plus de douleur. Alors j'étais restée silencieuse, observant Valentine tisser sa toile de mensonges et de manipulations, comment elle isolait Julien, comment elle le transformait en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Le frère qui m'avait défendu contre le harcèlement scolaire, qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait pleuré avec moi quand notre grand-mère est morte, ce frère avait disparu, remplacé par une marionnette qui dansait au son que Valentine jouait. Mais c'en était assez. La gifle d'hier soir avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je n'allais pas me taire une minute de plus. J'ai cherché une boîte en carton dans le cellier, de celles qu'on utilise pour envoyer des livres par la poste. Je l'ai recouverte de papier craft, et j'ai attaché une ficelle rouge autour, comme si c'était un cadeau. À l'intérieur, j'ai placé tous les documents, organisés chronologiquement, avec de petites notes explicatives sur la façon dont j'avais obtenu chaque information. Sur le dessus, j'ai mis une lettre manuscrite. « Cher Julien, ce n'est pas facile pour moi de partager ça avec toi, et ce ne sera probablement pas facile pour toi de le lire. Pendant 2 ans, j'ai vu comment la personne que tu as choisie comme compagne de vie t'a éloigné de ceux qui t'aiment le plus. J'ai gardé le silence par respect pour ta décision, et par peur de te perdre encore plus. Ce que tu trouveras dans cette boîte ne sont ni des suppositions, ni des exagérations. Ce sont des faits documentés que j'ai recueillis sans les chercher. Les découvrant comme hier soir, j'ai trébuché sur le tapis. Je ne veux pas de drame. Je ne cherche pas de vengeance pour ce qui s'est passé hier soir. Je veux juste que tu connaisses la vérité, que tu vois ce que j'ai vu. Ce que tu feras ensuite de ces informations, c'est ta décision. Je serai toujours ta sœur, quoi qu'il arrive. Avec amour, Anna. J'ai scellé la boîte avec du ruban adhésif et je me suis habillée avec des vêtements confortables. Jeans, t-shirt et baskets. Je ne me suis pas maquillée. La marque de la gifle avait déjà disparu de ma joue. Mais je sentais toujours la piqûre fantôme chaque fois que je me souvenais du moment. Il était 7h du matin quand je suis sortie de mon appartement avec la boîte sous le bras. Les rues des Chartrons étaient calmes, à peine fréquentées par quelques lève-tôt qui sortaient courir ou promener leurs chiens. L'air sentait le pain frais et le café, et pendant un instant, je me suis sentie réconfortée par cette normalité quotidienne qui contrastait avec le chaos de mes émotions. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus et j'ai attendu le numéro 5, qui me mènerait près de l'appartement de Julien. Pendant le trajet, j'ai regardé par la fenêtre sans vraiment voir le paysage urbain qui défilait devant mes yeux. Je pensais à la réaction de Julien. Me haïrait-il encore plus? M'accuserait-il de vouloir détruire son mariage? Ou verrait-il enfin la vérité qui était sous ses yeux depuis tout ce temps? Je suis descendue 2 arrêts avant ma destination. J'avais besoin de marcher, de me vider la tête. Je suis passée devant le parc, où nous jouions enfants, lorsque nous rendions visite à nos grands-parents en été. Maintenant, il y avait de nouvelles balançoires et un carrousel, mais les arbres étaient toujours les mêmes. Combien nos vies avaient changé depuis. Combien nous avions changé. Je suis arrivée à l'immeuble de Julien peu après 8h. Le concierge m'a reconnue. J'étais toujours la sœur de Monsieur Dubois du 8e étage et m'a laissé passer sans poser de questions. Je suis montée à l'étage mais je n'ai pas sonné. Je ne voulais pas affronter Valentine, ni qu'elle sache que j'avais été là. Au lieu de cela, j'ai laissé la boîte devant la porte, là où je savais qu'il la verrait en sortant. Julien avait l'habitude de prendre le journal tous les matins. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit un court message. « Il y a quelque chose pour toi à ta porte. S'il te plaît, ouvre-le quand tu seras seul. » J'ai appuyé sur « Envoyer » et je suis restée à regarder l'écran jusqu'à ce que le double coche bleu apparaisse. Message lu. Il n'y a pas eu de réponse immédiate.
ce qui était à prévoir. Valentine était probablement à ses côtés. J'ai fait demi-tour et je suis partie, ressentant un étrange soulagement mêlé d'anxiété. J'avais fait un pas irréversible. Il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai passé le reste de la journée dans un état de nervosité constante. Je vérifiais mon téléphone toutes les quelques minutes, attendant une réaction. J'ai essayé de me distraire en lisant, en regardant Netflix, même en rangeant des placards. Mais mon esprit revenait sans cesse à la boîte, à Julien, à ce qu'il pensait. À midi, je n'en pouvais plus, et je suis sortie me promener le long des quais de la Garonne. Le fleuve coulait tranquillement sous le soleil printanier, indifférent aux drames humains qui se déroulaient sur ses rives. Je me suis assise sur un banc face à l'eau et j'ai observé les touristes sur leurs bateaux, les Bordelais lors de leur promenade dominicale, les enfants courant avec leurs glaces. Mon téléphone a sonné. C'était un message de ma mère. Julien nous a appelés très énervés. « Qu'est-ce qui s'est passé, Anna ?» Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête à expliquer, à me justifier. Vers 5 heures de l'après-midi, alors que je rentrais chez moi, j'ai reçu un autre message. Cette fois, c'était de Julien. « Il faut qu'on parle. Je peux venir chez toi ?» Mes mains tremblaient, tandis que je répondais « Oui. » Pendant l'heure suivante, j'ai préparé du café, rangé le salon, changé de vêtements 3 fois, et j'ai hésité entre me maquiller ou non. Finalement, j'ai opté pour un juste milieu, un peu de fond de teint pour masquer les cernes de ma nuit blanche et du gloss. Je ne voulais pas paraître trop affectée, mais je ne voulais pas non plus qu'il me voie en désordre. La sonnette a retenti ponctuellement à 6 heures. J'ai respiré profondément avant d'ouvrir la porte. Julien était là, avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Ses yeux, normalement brillants et sûrs, étaient éteints, comme s'il avait vieilli de 10 ans en une journée. Il portait les mêmes vêtements que la veille, froissés, comme s'il avait dormi avec. Dans ses mains, j'ai reconnu le classeur bleu que j'avais mis dans la boîte. « Salut », dis-je, me décalant pour le laisser entrer. Il entra sans dire un mot et resta debout au milieu du salon, comme s'il ne savait pas quoi faire de lui-même. Finalement, il s'assit sur le bord du canapé, le classeur toujours dans ses mains. « Un café ?» offris-je, juste pour rompre le silence. Il hocha la tête. Je suis allée à la cuisine et je suis revenue avec 2 tasses. Quand je lui tendis la sienne, nos doigts se frôlèrent et pendant un instant, je vis l'enfant qui avait été mon meilleur ami, mon complice, mon protecteur. « Est-ce que tout ça est vrai ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine un murmure rauque. Je m'assis en face de lui, essayant de rester calme. À ce moment-là, je n'étais ni la sœur blessée, ni la femme humiliée. J'étais juste quelqu'un qui pouvait enfin montrer la vérité. Chaque document, chaque message, chaque enregistrement. Tout est réel, Julien. Je n'ai rien manipulé. Julien ouvrit le classeur et passa ses doigts sur les papiers, comme s'il avait besoin de les toucher pour croire qu'ils existaient. Il s'arrêta sur une photo où Valentine apparaissait enlacée à un homme sur la terrasse d'un restaurant. La date était d'il y a à peine 3 mois, quand elle était censée être à Lyon pour rendre visite à sa sœur malade. « Comment as-tu obtenu ça ?» demanda-t-il, sa voix un filet tremblant. Léa l'a vue et m'a envoyé la photo. Il semblerait que Valentine n'ait pas envisagé la possibilité que la cousine de son mari fréquente le même restaurant qu'elle et son ami. Julien ferma les yeux un instant, comme si l'impact physique de la révélation était trop lourd à supporter. Quand il les rouvrit, il semblait plus sombre, plus profond. « Je n'ai jamais voulu vous espionner, ni toi ni elle, continuai-je. Ces choses sont apparues au fil du temps. Au début, je pensais que c'était des coïncidences, des malentendus. Mais ensuite, elles sont devenues un schéma, compléta-t-il, passant à une autre page. C'était la transcription d'une conversation téléphonique entre Valentine et son amie Lucie, où elle parlait de la façon dont elle avait réussi à convaincre Julien de vendre l'appartement qu'il avait avant de la rencontrer, pour en acheter un nouveau, plus conforme à leur statut. Pendant l'heure suivante, Julien examina chaque document en silence. Parfois, il hochait la tête, comme si quelque chose s'assemblait enfin dans son esprit. D'autres fois, il fronçait les sourcils ou secouait légèrement la tête, comme s'il voulait rejeter ce qu'il voyait. Mais à aucun moment, il ne remit en question l'authenticité des preuves. Quand il arriva à la dernière page, un email où Valentine racontait à son amie comment elle avait manipulé Julien pour qu'il m'exclue de la fête d'anniversaire de notre mère,
Il leva les yeux. Ses yeux étaient humides. « J'ai toujours cru que tu avais décidé de ne pas venir, » murmura-t-il. « Elle m'a dit qu'elle t'avait invité, mais que tu avais d'autres projets. » « Je n'ai jamais reçu cette invitation, Julien. » J'ai appelé maman en pleurant parce que j'avais appris la fête sur Facebook. Il laissa tomber le classeur sur la table basse et enfouit son visage dans ses mains. Ses épaules tressautèrent légèrement et je réalisai qu'il pleurait. Je restais immobile, ne sachant si je devais le consoler ou lui laisser de l'espace. « Tout ce temps, dit-il finalement, la voix entrecoupée, tout ce temps j'ai vécu un mensonge. Tout n'était pas un mensonge, répondis-je doucement. Tu l'aimais vraiment. Et elle ? M'a-t-elle jamais aimé ? Il leva la tête, ses yeux rougis cherchant dans les miens une réponse que je n'avais pas. Ça, je ne peux pas le savoir, admis-je. Je sais seulement ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Il se leva soudain et commença à marcher dans le salon. Il ressemblait à un animal en cage, rempli d'une énergie nerveuse qu'il ne savait pas comment canaliser. Hier soir, commença-t-il, s'arrêtant devant la fenêtre. Hier soir, après ton départ, nous avons eu une horrible dispute. Valentine était furieuse. Elle disait que tu avais gâché la soirée exprès, que tu avais toujours été jalouse d'elle. Je lui ai crié dessus pour t'avoir giflé. C'était la première fois que je lui levais la voix. Il se tourna vers moi, une expression de culpabilité sur son visage. Mais ensuite, elle m'a convaincue que je réagissais de manière excessive, que tu avais provoqué la situation. Elle m'a fait sentir que c'était moi qui avais tort de te défendre. Et le pire, c'est que je l'ai cru. J'ai fini par m'excuser auprès d'elle. C'est ce qu'elle faisait toujours, commentai-je. Elle te faisait douter de ton propre jugement. Il hocha lentement la tête, comme s'il assemblait toutes les pièces d'un puzzle qu'il essayait de résoudre depuis des années. Ce matin, quand j'ai trouvé ta boîte, Valentine voulait l'ouvrir. On s'est disputé parce que j'ai insisté sur le fait qu'elle était pour moi. Quand elle a vu ton message sur mon téléphone, elle est devenue folle. Elle a commencé à crier qu'elle en avait marre que ma famille interfère dans notre vie. Il se rassit, cette fois plus près de moi. Je me suis enfermée dans le bureau pour consulter les documents. Au début, je ne pouvais pas y croire. Je pensais que tu les avais peut-être mal interprétés, ou même fabriqués. Mais ensuite, j'ai vu la photo au restaurant. Je me suis rappelé que ce week-end-là, elle m'avait appelé en pleurant parce que sa sœur allait plus mal. Elle a dit que les médecins ne lui donnaient plus d'espoir. Sa sœur Laura vit à Bruxelles depuis 5 ans et va parfaitement bien, dis-je à voix basse. Elle est professeure à l'université de Louvain. Tu peux vérifier sur son profil Instagram. Julien secoua la tête, incrédule. Comment ai-je pu être aussi idiot ? Tu n'es pas idiot, l'assurai-je, en lui prenant la main. C'était la première fois que nous nous touchions volontairement en plus d'1 an. Tu faisais confiance à la personne que tu aimais. N'importe qui aurait fait la même chose. Même quand cette confiance signifiait trahir ma propre famille, toi, je n'avais pas de réponse à cela. Le silence s'installa entre nous, lourd mais pas inconfortable. C'était plutôt comme le silence après une tempête, quand tout est trempé et épuisé, mais l'air est plus propre. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demandai-je finalement. Julien laissa échapper un long soupir. Quand je suis sortie de l'appartement, Valentine faisait ses valises. Elle a dit qu'elle allait chez son amie Lucie quelques jours, jusqu'à ce que ça me passe. Je crois qu'elle n'a pas compris la gravité de la situation. Ou peut-être qu'elle la comprend et qu'elle gagne du temps pour élaborer sa prochaine stratégie, suggérai-je. Il me regarda avec une expression mêlant surprise et reconnaissance. Tu es plus perspicace que je ne me souvenais. Je l'ai toujours été. C'est juste que dernièrement, tu ne regardais pas. Un autre silence. Cette fois, ce fut lui qui le rompit. Je lui ai demandé le divorce. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang, créant des vagues d'impact. « Tu es sûr ?» demandai-je. Non pas parce que je doutais de sa décision, mais parce que je savais la douleur que cela impliquait. « Je n'ai jamais été plus sûr de rien, » affirma-t-il. « Ce que tu m'as montré aujourd'hui, ce n'est pas seulement une infidélité ou des mensonges, c'est un schéma systématique de manipulation et de cruauté. Envers moi, envers toi, envers nos parents. Je ne peux plus vivre comme ça. » J'acquiesçai, ne sachant que dire d'autre. « Ce sera difficile, » continua-t-il. « L'appartement est à nos 2 noms. Nous avons des comptes joints. Et elle ne partira pas sans se battre, je le sais. Tu n'as pas à le faire seul, dis-je. Je suis là.
Et maman et papa le seront aussi quand tu leur expliqueras ce qui s'est passé. Tu crois qu'ils me pardonneront pour tout ce que je leur ai fait subir, pour la façon dont je les ai traités toutes ces années? Ce sont nos parents, Julien. Bien sûr qu'ils te pardonneront. Il resta pensif un instant. Et toi? Tu me pardonnes pour hier soir? Pour tout? La question me prit par surprise. Je n'avais pas pensé au pardon, seulement à la vérité. Pouvais-je le pardonner si facilement après la façon dont il m'avait traité? J'ai besoin de temps, répondis-je honnêtement. Je t'aime. Tu es mon frère. Et tu le seras toujours. Mais tu m'as fait beaucoup de mal. Il hocha la tête, acceptant ma réponse sans protester. Je comprends. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance, Anna. Je te le promets. Le reste de l'après-midi, nous avons planifié ces prochaines étapes. Je lui ai recommandé de consulter un avocat avant d'affronter Valentine à nouveau, de garder des copies de tous les documents que je lui avais donnés, de changer les mots de passe de ses comptes et de se préparer au pire. Pendant que nous parlions, je remarquais comment peu à peu le Julien que je connaissais réapparaissait. Décidé, clair, intègre. C'était comme s'il avait enlevé un voile de ses yeux et pouvait voir le monde tel qu'il était vraiment. Quand il partit finalement, tard dans la nuit, je me sentis étrangement légère. Pas heureuse exactement. Il y avait trop de douleurs et trop de blessures encore ouvertes pour cela. Mais en paix. Enfin, j'avais dit la vérité. Enfin, j'avais agi. Et bien que je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait à Julien et à moi, pour la première fois depuis longtemps, je ressentais de l'espoir. Pendant les semaines suivantes, le monde a semblé s'effondrer et se reconstruire autour de nous. Julien a déménagé temporairement dans un appartement en location dans le quartier de la Bastide, tandis qu'il s'occupait des formalités de divorce. Valentine, comme je l'avais prévu, ne lui a pas rendu la tâche facile. Elle est passée des pleurs et des supplications aux menaces et à la colère en quelques jours. Elle a engagé un avocat très cher et a exigé de garder l'appartement, la voiture, la moitié des économies que Julien avait accumulées bien avant de la rencontrer. J'essayais de rester en dehors, d'être un soutien pour mon frère sans m'impliquer directement dans sa bataille juridique. Certaines nuits, il venait à mon appartement, cerné et épuisé, et nous parlions pendant des heures. D'autres fois, il avait juste besoin d'un endroit tranquille pour rester silencieux, traitant tout ce qui se passait. Peu à peu, entre café et conversation de minuit, nous reconstruisions la relation que Valentine avait presque détruite. Un mardi après-midi, tandis que je corrigeais des épreuves à la maison, j'ai reçu un appel de ma mère. « Anna, ma chérie, tu peux venir à la maison? Ton frère est là et je crois que tu devrais être présente. » Quelque chose dans son ton m'a alertée. « Il s'est passé quelque chose? Il va bien? » ?»« Oui, il va bien, mais c'est important. S'il te plaît, viens. » Une demi-heure plus tard, j'étais à l'appartement de mes parents à Codéran. Ma mère m'a ouvert la porte avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer. Dans le salon, j'ai trouvé mon père et Julien assis face à face, tous deux avec une tasse de café intacte devant eux. « Anna », dit Julien en me voyant, se levant pour me donner une rapide étreinte. « Merci d'être venue. Que se passe-t-il » demandai-je, regardant alternativement mon frère et mes parents. « Assieds-toi, s'il te plaît » intervint mon père, désignant le canapé. Je m'assis, ressentant une appréhension croissante dans ma poitrine. Julien prit une inspiration et commença à parler. Je suis venue parler à papa et maman de tout ce qui s'est passé. De Valentine, de la façon dont elle m'a manipulée pour m'éloigner de vous, des mensonges, de tout. Ma mère s'assit à côté de moi et me prit la main. Je leur ai montré certaines des preuves que tu m'as données, continua Julien, et je leur ai demandé pardon pour la façon dont je me suis comportée ces années, pour avoir cessé de les aider avec l'hypothèque quand ils en avaient besoin, pour avoir manqué des anniversaires et des célébrations, pour les avoir traités avec froideur. Mon père, un homme qui montrait rarement ses émotions, avait les yeux brillants. « Tu n'avais pas à nous demander pardon, » dit-il d'une voix rauque. « Tu es notre fils. Nous t'aimons quoi qu'il arrive. Mais je vous ai fait du mal, » insista Julien. « Je vous ai déçus. »« Ce n'est pas toi qui nous as déçus, » intervint ma mère. « C'est elle qui t'a manipulé. Nous avons aussi notre part de responsabilité pour n'avoir pas vu ce qui se passait, pour n'avoir pas fait plus pour te garder près de nous. » Julien secoua la tête. « N'essayez pas de me justifier. Je suis un adulte. J'ai pris mes propres décisions, même si elle m'a beaucoup influencée. Et maintenant, je dois en assumer la responsabilité. » Il y eut un silence.
Je fus surprise par la maturité avec laquelle mon frère affrontait la situation. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. « Il y a autre chose, » dit-il, me regardant directement. « Quelque chose que je dois avouer. Surtout à toi, Anna. » Je sentis un nœud dans l'estomac. La nuit du dîner, quand elle t'a giflé, Valentine n'était pas seulement en colère à cause du vin sur sa robe. Je fronçais les sourcils, ne comprenant pas. Ce jour-là, pendant que tu aidais maman dans la cuisine, elle a vu ton téléphone sur la table. Il était déverrouillé. Elle a lu certains de tes messages, y compris un de Léa, où elle mentionnait l'avoir vu avec Michel au restaurant. La révélation me choqua. Elle a fouillé mon téléphone ? Oui, et elle était furieuse. Elle prévoyait de t'affronter en privé, mais quand l'incident du vin est arrivé, elle a perdu les pédales. Ce n'était pas un accident qu'elle explose ainsi. Elle cherchait déjà une excuse pour t'humilier. Je restais sans voix. Tout prenait un nouveau sens maintenant. La violence de sa réaction, disproportionnée même pour quelqu'un comme Valentine. Et tu le savais ? Quand tu m'as mise à la porte, savais-tu qu'elle avait violé ma vie privée ? Julien baissa les yeux, honteux. Elle me l'a dit après ton départ. Elle a dit qu'elle avait vu des messages où toi et Léa disiez du mal d'elle, où vous complotiez pour la discréditer devant moi. Elle m'a montré des captures d'écran, mais maintenant je sais qu'elles étaient manipulées. Je les ai comparées avec les messages originaux que tu m'as donnés. La trahison était encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Non seulement elle m'avait humiliée publiquement, mais elle avait fabriqué des preuves contre moi. « Pourquoi me le dis-tu maintenant ?» demandai-je, essayant de garder mon calme. « Parce que je te dois la vérité complète. Parce que je veux que tu comprennes que ce que j'ai fait cette nuit-là était encore plus impardonnable que tu ne le pensais. Et parce que j'ai besoin que tu saches que je ne suis plus cette personne, que je ne permettrai plus jamais à quelqu'un de me manipuler pour faire du mal à ceux que j'aime. » Je ne savais que répondre. Une partie de moi voulait lui crier dessus, lui dire qu'il était trop tard, que le mal était déjà fait. Une autre partie comprenait sa vulnérabilité, sa honte, son besoin de rédemption. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, » ajouta-t-il en voyant mon silence. « Juste que tu saches que je ferai tout mon possible pour reconstruire ce qu'elle a détruit entre nous. » Mon père s'éclaircit la gorge. « Je crois que nous avons tous besoin de temps pour guérir. Cela a été un coup très dur pour cette famille. » Ma mère hocha la tête. « Mais l'important est que nous soyons de nouveau ensemble, unis. » Le mot « unis » résonna dans ma tête avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Était-il possible de redevenir une famille après tout ce qui s'était passé ? Pouvions-nous surmonter les blessures, la méfiance, les années perdues ? Ce ne sera pas facile, dis-je finalement. Pour aucun de nous. Non, convint Julien. Mais cela en vaudra la peine d'essayer. Cet après-midi-là, nous avons dîné tous les 4 ensemble pour la première fois en plus de 2 ans. La conversation fut difficile au début, pleine de silences gênants et de sujets que nous évitions. Mais petit à petit, entre chaque plat, nous avons commencé à nous remémorer des anecdotes du passé, à sourire timidement, à nous reconnaître dans les gestes et les regards. Nous n'étions plus les mêmes. Je n'étais plus la petite sœur qui cherchait l'approbation de Julien. Il n'était plus le frère protecteur qui avait toutes les réponses. Mes parents n'étaient plus les figures infaillibles de notre enfance. Nous avions tous changé. Nous portions tous de nouvelles cicatrices. En nous disant au revoir, Julien m'a accompagné jusqu'à l'arrêt de bus. « Merci », dit-il tandis que nous attendions, « de ne pas avoir abandonné avec moi quand cela aurait été le plus facile. »« Tu es mon frère », répondis-je simplement. « Je ne peux pas abandonner ma famille. » Il me regarda avec une intensité qui me rappela le Julien d'avant, celui qui me défendait à l'école quand d'autres enfants se moquèrent de moi parce que je lisais trop. « Ce que tu as fait en me donnant ces preuves, c'était très courageux. » Je secouai la tête. Ce n'était pas du courage. C'était du désespoir. J'étais fatiguée de te voir disparaître sous mes yeux. Quoi qu'il en soit, tu m'as sauvée, insista-t-il. Tu m'as sortie d'une relation toxique qui me détruisait, qui nous détruisait tous. Le bus apparut au coin de la rue. Tu crois qu'un jour nous pourrons laisser tout ça derrière nous ? Demanda-t-il, avec une vulnérabilité qui me toucha. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais nous pouvons essayer. Il m'embrassa brièvement, avant que je ne monte dans le bus. Dans cette étreinte, je sentis quelque chose que je croyais perdu à jamais. La complicité, la confiance, l'amour fraternel qu'aucune Valentine ne pourrait effacer complètement.
Les semaines suivantes furent marquées par des avancées et des reculs. Il y eut des jours où je me sentais pleine d'optimisme, croyant que notre famille pouvait se rétablir complètement. D'autres jours, le souvenir de la gifle, de l'humiliation, de la trahison revenait avec force, et je me demandais si j'étais naïve de penser que certaines blessures pouvaient guérir. Julien et moi avons commencé à nous voir régulièrement. Parfois, nous allions au cinéma, comme quand nous étions adolescents. D'autres fois, nous nous promenions simplement dans le parc de l'Orangerie, parlant de tout et de rien. Peu à peu, entre café et conversation à minuit, je redécouvrais le frère que j'avais perdu, même si parfois je voyais dans ses yeux une nouvelle douleur, une sagesse acquise à un prix très élevé. Le processus de divorce suivait son cours, compliqué et douloureux. Valentine était passée des menaces aux supplications, jurant qu'elle avait changé, qu'il pouvait recommencer. Quand elle a vu que Julien ne cédait pas, elle a tenté d'utiliser mes parents comme intermédiaires, leur envoyant des messages où elle se présentait comme victime d'une conspiration familiale. Heureusement, ils connaissaient déjà la vérité et ne sont pas tombés dans son piège. Un après-midi, alors que nous prenions un café en terrasse sur la place du Parlement, Julien me regarda avec une expression sérieuse. « J'ai commencé une thérapie », dit-il soudain. Sa confession me surprit. Dans notre famille, nous n'avions jamais parlé ouvertement de santé mentale. « Et comment ça va ?» demandai-je avec prudence. « Difficile, douloureux, mais nécessaire. » Il fit une pause. Le thérapeute dit que j'étais dans une relation d'abus psychologique pendant des années, que Valentine montrait des traits narcissiques et manipulateurs. J'acquiesçai. Ce n'était pas une révélation pour moi, mais je comprenais que pour lui, nommer ce qu'il avait vécu était une étape importante. Je me rends compte à quel point cette relation m'a changé, continua-t-il. Combien de parties de moi-même j'ai abandonnées pour lui faire plaisir, combien de choses j'ai cessé de faire, de ressentir, d'être. L'important c'est que maintenant tu le sais, dis-je en serrant sa main sur la table. Et tu peux te rétablir. Le thérapeute m'a aussi recommandé que tu pourrais peut-être aussi bénéficier de quelques séances pour traiter tout ce que tu as traversé par ma faute. La suggestion m'incommoda au début, mais ensuite je pensais aux nuits sans sommeil, aux moments où la rage m'envahissait sans prévenir, à la méfiance que je ressentais maintenant envers les nouvelles personnes dans ma vie. J'y penserai, promis-je, et je le fis. Une semaine plus tard, je pris mon premier rendez-vous avec une psychologue. Ce ne fut pas facile de m'ouvrir, de parler de mes sentiments d'abandon, de la trahison, de la peur que cela se reproduise. Mais comme Julien l'avait dit, c'était nécessaire. Un après-midi, après ma 5e séance de thérapie, j'ai retrouvé Julien au parc. Son visage semblait plus léger, moins torturé que les mois précédents. « Tu sais ce que mon thérapeute m'a dit hier ?» commenta-t-il, tandis que nous marchions parmi les orangers. « Que parfois, les personnes les plus nuisibles entrent dans nos vies pour nous apprendre quelque chose d'important sur nous-mêmes. Et toi, qu'en penses-tu » demandai-je. Il s'arrêta un instant, pensif. Je crois que je n'avais pas besoin de Valentine pour apprendre quoi que ce soit. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Une famille qui m'aimait, une sœur incroyable, un travail qui me passionnait. Mais au moins, maintenant, je valorise tout cela beaucoup plus. Et je sais que je ne le prendrai plus jamais pour acquis. Ces mots me touchèrent plus que je ne voulus l'admettre. Sans rien dire, j'enlaçai mon bras au sien et nous continuâmes à marcher, unis par un lien qui avait été mis à rude épreuve et qui, d'une certaine manière, avait survécu. L'automne arriva à Bordeaux avec une douceur caractéristique, transformant la chaleur implacable de l'été en une tiédeur dorée qui baignait les rues de la ville. Les arbres du parc bordelais commençaient à se teinter d'ocres et de roux, créant un tapis craquant sous les pieds des promeneurs. Pour moi, ces mois avaient été une renaissance, lente mais constante. Le divorce de Julien fut finalement prononcé début octobre. Valentine déménagea à Paris, où, selon des rumeurs qui nous parvinrent par des amis communs, elle était déjà dans une nouvelle relation avec un homme d'affaires bien plus âgé qu'elle. Julien avait réussi à garder l'appartement, bien qu'il ait dû la dédommager financièrement. « Ça vaut chaque euro pour ne plus jamais la revoir », m'avait-il dit avec un sourire fatigué, mais sincère. Mon frère avait changé. Il n'était plus l'homme insécure et manipulable qui avait permis qu'on l'éloigne de sa famille. Il n'était pas non plus exactement le Julien d'avant, le garçon insouciant et confiant dont je me souvenais de notre jeunesse. Il était quelqu'un de nouveau, plus réfléchi,
plus conscient de ses forces et de ses faiblesses, plus authentique. Moi aussi j'avais changé. La thérapie m'a aidé à traiter non seulement le traumatisme de cette nuit de la gifle, mais aussi des blessures plus anciennes et plus profondes que je traînais depuis l'adolescence. J'ai appris à établir des limites saines, à exprimer mes besoins sans craindre d'être rejeté, à faire confiance à nouveau sans tomber dans la naïveté. Notre famille se reconstruisait, non pas comme une réplique exacte de ce qu'elle fut, mais comme quelque chose de nouveau, et à bien des égards, de plus fort. Mes parents avaient de retrouver une relation proche avec Julien, et l'éclat dans les yeux de ma mère lorsqu'elle parlait de la dernière visite de mon frère était un témoignage de guérison. Un dimanche de novembre, Julien m'invita à déjeuner dans un café au bord du fleuve. C'était un endroit chaleureux, avec des tables en bois et de grandes baies vitrées qui laissaient entrer la lumière automnale. Quand j'arrivai, il était déjà là, lisant le journal et buvant un café au lait. « Bonjour », saluai-je, posant mon sac sur une chaise. « Tu attends depuis longtemps ?»« Non, juste quelques minutes », répondit-il, pliant le journal et le mettant de côté. « J'ai commandé pour toi. Chocolat chaud et tartines au beurre et à la confiture, n'est-ce pas ?» Je souris, ému par ce petit détail, par le fait qu'il se souvienne de mon petit déjeuner préféré. « Merci. » Nous restâmes silencieux un instant, profitant de l'ambiance tranquille du café. Un groupe de touristes anglais à la table d'à côté discutait animément des monuments à visiter en premier. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit Julien finalement, sortant une enveloppe de la poche de sa veste et la posant sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, curieuse. « Ouvre !» À l'intérieur, il y avait une clé et une carte avec l'image d'une petite maison blanche au bord de la mer. « C'est la clé de la maison de la plage », expliqua-t-il devant mon expression confuse. « Celle de Soulac-sur-Mer, où nous allions quand nous étions petits. Je l'ai louée pour Noël, pour toute la famille. Je restais sans voix. Cette maison de plage avait été notre refuge familial chaque été jusqu'à mes 15 ans. Puis, pour une raison ou une autre, nous avons cessé d'y aller. Les étés furent remplis de camps, de voyages avec des amis, de petits boulots. La tradition s'était perdue. « Tu as loué la même maison ?» demandai-je, incrédule. « La même. J'ai eu du mal à retrouver le propriétaire, mais j'y suis finalement arrivée par l'intermédiaire d'un ami de papa. Elle appartient toujours au même monsieur, bien que ce soit son fils qui la gère maintenant. C'est incroyable, murmurai-je, passant mes doigts sur la clé comme si c'était un talisman. J'ai pensé que ce serait un bon endroit pour passer les fêtes, tous les 4 ensemble, comme avant. Un nouveau départ. L'image de nos Noëls d'enfance dans cette maison au bord de l'océan Atlantique m'envahit de nostalgie. Les jeux sur la plage déserte en plein décembre, la cheminée allumée le soir, les parties de cartes interminables sous la pluie. Tu as déjà dit à papa et maman ? Dale, non, sourit-il malicieusement. Je voulais que ce soit une surprise pour tout le monde, mais j'avais besoin d'une complice et j'ai pensé à toi. À moi ? demandai-je, surprise. Tu es la meilleure organisatrice que je connaisse. Et en plus, il fit une pause, soudain sérieux. Je voulais que ce soit aussi un cadeau pour toi. Une façon de te remercier de ne pas avoir abandonné avec moi. Le chocolat chaud arriva à ce moment-là, fumant et aromatique, accompagné des tartines. La serveuse les posa sur la table avec un sourire et s'éloigna. « Tu n'as pas à me remercier, » dis-je quand nous fûmes seuls. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, » nia-t-il fermement. N'importe qui n'aurait pas recueilli des preuves pendant 2 ans sans rien dire. N'importe qui n'aurait pas eu le courage de me les présenter sachant que je pourrais les rejeter, que je pourrais te haïr pour cela. N'importe qui n'aurait pas été disposé à reconstruire une relation que j'ai presque complètement détruite. Ces mots me touchèrent profondément. Pendant si longtemps, je m'étais sentie insignifiante, jetable, surtout pendant les années où Valentine dominait nos vies de famille. Entendre mon frère reconnaître ma force, ma persévérance, était comme un baume pour ses anciennes blessures. « Merci », dis-je simplement, incapable d'en dire plus sans que ma voix ne se brise. Nous avons tartiné nos toasts de beurre et mangé dans un silence confortable, le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui se connaissent si bien qu'elles n'ont pas besoin de remplir chaque instant de mots. Je pensais, dit Julien au bout d'un moment, à recommencer à écrire. Sa confession me surprit agréablement. Mon frère avait été un écrivain prometteur à l'université. Il avait même remporté quelques concours de nouvelles. Mais depuis qu'il avait rencontré Valentine,
Sa créativité semblait s'être tarie. Vraiment? C'est génial. J'ai fait quelques brouillons. Rien de sérieux pour l'instant, juste des idées, des fragments. Mais ça fait du bien de renouer avec cette partie de moi. De quoi parle-t-il? Demandai-je, sincèrement intéressée. Il passa une main dans ses cheveux, soudainement timide. C'est une sorte de roman sur les relations toxiques, sur la façon dont quelqu'un peut se perdre sans s'en rendre compte, basé sur mon expérience, évidemment, bien qu'avec des éléments fictifs. Ça a l'air puissant. C'est thérapeutique, surtout. Je ne sais pas si je le finirai un jour, ou si ce restera un simple exercice de catharsis. Il fit une pause. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont les relations se construisent et se détruisent, à la façon dont parfois les personnes que nous aimons le plus peuvent être celles qui nous font le plus de mal. Et vice-versa, ajoutai-je. Les personnes que nous blessons sont souvent celles que nous aimons le plus. Il hocha la tête, comprenant le sous-entendu de mes mots. C'est vrai. Nous avons terminé notre petit déjeuner en parlant de projets futurs, d'espoir, de petits rêves que nous avions reportés pendant trop longtemps. Julien mentionna qu'il envisageait de demander un transfert au sein de son entreprise, peut-être en Bretagne ou en Occitanie. « J'ai besoin de changer d'air », dit-il, « de vraiment repartir de zéro. » L'idée qu'il parte me causa des sentiments mitigés. D'un côté, je comprenais son besoin de distance, de construire quelque chose de propre loin des souvenirs douloureux. De l'autre, je craignais de perdre la proximité que nous avions reconstruite avec tant d'efforts. « Ce ne sera pas pour tout de suite », m'assura-t-il en voyant mon expression. « Et peu importe où je vis, tu seras toujours ma sœur. Les leçons que j'ai apprises cette année sont pour toujours. » Nous sommes sortis du café et avons marché ensemble le long des quais de la Garonne. Le soleil dessinait des reflets argentés sur l'eau. Un couple de personnes âgées nous dépassa, marchant lentement mais d'un pas assuré, leurs mains entrelacées avec la familiarité que seules les décennies partagées donnent. « Tu te souviens quand nous allions à la plage et que nous faisions la compétition pour voir qui trouverait le plus beau coquillage ?» demanda Julien soudainement. Je souris au souvenir. « Tu gagnais toujours, parce que je trichais », confessa-t-il avec un rire. Je gardais les meilleurs coquillages que je trouvais la veille pour les découvrir quand nous étions ensemble. Je le savais, m'exclamai-je, lui donnant une légère tape sur l'épaule. Tu étais une enfant très intense avec les compétitions. Je ne supportais pas de te voir pleurer quand tu perdais. Nous rîmes ensemble, et ce son, nos rires se mêlant au murmure du fleuve et au bruit de la ville, me parut la plus belle musique du monde. Au crépuscule, lorsque nous nous sommes dit au revoir devant la porte de mon immeuble, Julien m'a serré fort dans ses bras. Ce n'était pas l'étreinte rapide et distante des mois précédents, mais une étreinte authentique, chaleureuse, présente. « Merci pour aujourd'hui, » dis-je. « À toi d'être qui tu es, » répondit-il. « De ne jamais abandonner. » Je le vis s'éloigner dans la rue, sa silhouette découpée contre le ciel qui commençait à se teinter d'orange et de violet. Ce n'était pas le frère que j'avais perdu, ni non plus exactement celui que j'avais retrouvé. C'était quelqu'un de nouveau, formé par la douleur mais non défini par elle. Quelqu'un qui avait vu sa propre obscurité et avait choisi la lumière. Je suis entrée dans mon appartement avec un sentiment de plénitude que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Sur la table de la salle à manger se trouvaient les épreuves que je devais corriger pour lundi, à côté d'une tasse de café à moitié bu que j'y avais laissée ce matin-là. Ma vie quotidienne, mes routines, mes petites habitudes, tout semblait imprégné d'un nouveau sens. Je me suis assise devant la fenêtre et j'ai observé comment les lumières de la ville s'allumaient une par une, comme des étoiles terrestres dans le crépuscule bordelais. Je pensais à la maison de plage qui nous attendait pour Noël, aux souvenirs que nous y créerions, à l'opportunité de construire quelque chose de nouveau sur les fondations de l'ancien. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que tout était exactement comme il devait être. Pas parfait, pas sans cicatrices, pas sans peur ni doutes occasionnels, mais réel, authentique, à moi. La vérité que j'avais révélée cette nuit-là, en laissant la boîte à la porte de Julien, avait brisé notre monde tel que nous le connaissions. Mais parmi les fragments, nous construisions quelque chose de mieux, de plus fort, de plus vrai. Mon téléphone vibra avec un message de Julien. « Tu veux venir manger chez papa et maman dimanche ? Je vais leur parler de la maison de plage. J'aurai besoin de renfort quand papa commencera à s'inquiéter du coût de la location. » Je souris et répondis « J'y serai. » Le chemin vers la guérison n'était pas une ligne droite. Il y avait des détours,
des obstacles, des moments de doute. Mais nous y étions, ensemble, avançant pas à pas vers un avenir que, pour la première fois depuis des années, j'osais imaginer plein de possibilités, de connexions authentiques, d'amour véritable. Et cela, après tout, était tout ce qui comptait vraiment.